Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Alors que l'économie martiniquaise s'essouffle, la collectivité territoriale de Martinique a défini un certain nombre d'axes stratégiques autour desquels doit s'articuler une nouvelle dynamique. Une première réunion de haut niveau consacrée au Conseil de la paix pour Gaza, mise en place sous l'égide de Donald Trump, s'est réunie aujourd'hui, jeudi 19 février, pour la première fois. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné Serge Letchimy à 18 mois de prison avec sursis, 150 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Dans votre rubrique « Votre avis compte » ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Que pensez-vous du système de santé en Martinique? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Un retour sur investissement ». La pensée du jour, pas ce que nous sommes qui nous empêche de réaliser nos rêves, c'est ce que nous croyons que nous ne sommes pas. Pour que le calcium qui nous est apporté par le yaourt, le lait et le fromage produise tout son effet, il faut éviter de les consommer en même temps que les épinards, les betteraves rouges, la rhubarbe, les blettes, le cacao et le chocolat. Aujourd'hui, l'air est de qualité moyenne, il en sera sans doute de même demain. En marge des festivités du carnaval, Sainte-Thérèse à Fort-de-France a été le théâtre lundi gras d'une fusillade au cours de laquelle un homme est mort et 2 autres ont été blessés. La police poursuit ses investigations pour établir les responsabilités dans ce drame survenu en pleine effervescence carnavalesque. La célébration du carnaval 2026 en Martinique, justement, s'est achevée ce mercredi des Cendres, hier. Après 4 jours de festivités intenses, les rues de Fort-de-France ont vibré mardi gras lors du vidé et bien évidemment hier, rassemblant des dizaines de milliers de carnavaliers dans une ambiance colorée et musicale. La marche commémorative des 52 ans de février 1974 sur les traces des ouvriers agricoles du Nord s'est comme prévu déroulée ce samedi 14 février au Lorrain. Le départ a été donné à 6h30 au centre de tri postal du Lorrain. Quelques dizaines de personnes seulement y ont participé. À propos du blocus renforcé que Donald Trump impose à Cuba, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, nous a fait parvenir une longue lettre dont nous vous livrons l'essentiel. Les mesures coercitives renforcées par l'administration Trump agissent comme un étau d'une cruauté inédite. Ce n'est pas seulement un système que l'on vise, c'est le pouls de millions de familles. En gelant les actifs et en paralysant l'importation de biens essentiels, on organise un siège médiéval en plein XXIe siècle. Le résultat est sans équivoque, ce ne sont pas les structures de pouvoir qui sont affaiblies, ce sont les enfants de la Havane qui manquent de lait et les hôpitaux qui luttent contre l'obscurité. Entendre aujourd'hui qualifier cette agonie de simple résilience est une imposture intellectuelle. On ne peut banaliser le massacre silencieux d'une économie en admirant la capacité d'un peuple à souffrir. La résilience ne doit pas être le paravent de l'indifférence. Prétendre libérer un peuple en l'affamant est la mystification la plus tragique de notre temps. La dignité humaine ne peut être la monnaie d'échange des rapports de force dictés par les États-Unis. Le véritable crime de Cuba, son refus historique de s'aligner sur les intérêts hégémoniques de son voisin du Nord. Dès lors que ce pays a choisi son propre destin, le prétexte démocratique est devenu l'arme du sabotage. La liberté promise par l'impérialisme de Donald Trump a l'odeur de la mise sous tutelle, pas celle de l'émancipation.
Le président du conseil exécutif de la CTM poursuit ainsi. Nous, Martiniquais, peuple caribéen inscrit dans la chair de cet espace caribéen, ne pouvons rester les spectateurs muets de ce naufrage organisé. La mer qui nous sépare de Cuba n'est pas un fossé, c'est une artère. Nos liens ne sont pas nés de l'idéologie, mais de la vie même. Ils s'incarnent dans nos médecins, dans nos étudiants qui s'y forment et dans nos cultures qui s'entrelacent. La solidarité régionale n'est pas une option diplomatique, c'est un devoir de civilisation. Notre pays n'est l'arrière-cour de personne. Elle est un espace de responsabilité mutuelle. Il est temps de dénoncer ce pillage des possibles. Il est temps de rappeler que si Internet n'oublie rien, l'histoire, elle, finit toujours par juger les bourreaux qui utilisaient la faim comme argument politique. Le peuple cubain n'est pas une variable d'ajustement sur l'échiquier de Washington. Il est notre frère et son cri de dignité est indissociablement le nôtre. Fin de citation, et c'est donc signé Serge Letchimy, président du Conseil exécutif de Martinique. Le président russe Vladimir Poutine a rencontré hier, mercredi 18 février à Moscou, le chef de la diplomatie cubaine Bruno Rodriguez, en visite en Russie en pleine tension entre Washington et Cuba, asphyxiés par l'embargo pétrolier américain. En prélude à la Journée internationale des droits des femmes, la ville de Ducos invite le public à la soirée littéraire qu'elle organise à la bibliothèque municipale le vendredi 6 mars à 18h. À cette occasion, Cathy Aimé présentera son livre « Admire-toi ». Alors que l'économie martiniquaise s'essouffle, la collectivité territoriale de Martinique a défini un certain nombre d'axes stratégiques autour desquels doit s'articuler une nouvelle dynamique. C'est ce vendredi 13 février que Serge Letchimy, dans les locaux de la CTM à Cluny, a présenté les grands traits de sa proposition de loi d'orientation et de programmation dont l'objectif est de modifier en profondeur le modèle de développement de la Martinique. Au programme, pour lutter contre la vie chère, au-delà de l'application du protocole, mise en place d'un contrôle des prix et parvenir à l'autonomie alimentaire. Il est urgent, selon le président de la CTM, de dépasser ce qu'il qualifie de système de comptoirs post-coloniaux pour que de terre d'importation, la Martinique devienne une terre de production, voire d'exportation dans la région, grâce notamment à la mise en place d'une zone franche douanière multisite. Cette ZFT, dont le principe de la création a été adopté par l'Assemblée territoriale le 29 janvier dernier, serait répartie sur 3 sites principaux, au Lamentin, à Ducos et au Robert. Les entreprises qui s'y installeraient pourraient s'adonner à leurs activités, importation et stockage de produits, mais aussi et surtout, on l'espère, transformation, assemblage ou reconditionnement, en étant exonérées de taxes douanières et de certains autres impôts et taxes, tout en bénéficiant de soutiens financiers de l'Europe, notamment à travers le FEDER. Et pour booster l'efficacité de l'activité productive, les entreprises seraient dotées du système IFTI4ALL, un outil numérique leur permettant de contrôler en continu leur chaîne d'approvisionnement et de production, ce qui permettrait de fluidifier les échanges commerciaux. Des échanges qui seront également facilités par la mise en place de plusieurs structures routières. Est notamment prévue une liaison interzone entre les pôles économiques de Dillon et de Champigny pour le fret et les passagers, une structure qui pourra bénéficier de financements FEDER et du mécanisme européen CEF Transport. Sont également programmées des extensions du transport en commun en site propre, TCSP. Côté énergie, la CTM mise notamment sur le développement de l'éolien offshore. S'agissant du secteur tertiaire, culture et tourisme occupent une place de choix dans les projets de la CTM, avec un conservatoire de musique, danse et théâtre, le parc des Floralies et le golf aux Trois-Îlets, un musée des civilisations et cultures caribéennes, une salle modulable de spectacle dans la plaine de Dillon et un soutien apporté à des projets hôteliers privés au Diamant et aux Trois-Îlets. Un marché d'intérêt territorial devrait par ailleurs voir le jour au Lamentin. Ajoutons que pour le financement, dont les sources très diversifiées seront aussi bien publiques que privées, une entité dédiée accompagnera les porteurs de projets. Dans les eaux du sud caribéen, des tensions sont rapportées après qu'un navire de pêche
ait été détruit par un missile lors d'une opération militaire américaine visant à cibler des trafiquants présumés. Nous vous le disions, une première réunion de haut niveau consacrée au Conseil de la paix pour Gaza, mise en place sous l'égide de Donald Trump, s'est réunie aujourd'hui, jeudi 19 février, pour la première fois. Cette rencontre devrait servir à la fois de réunion inaugurale des membres de ce conseil et d'événement permettant une levée de fonds destinée à la reconstruction de la bande de Gaza. La région est en effet ravagée par plus d'un an de guerre et les besoins se chiffrent en milliards de dollars. Les contours du dispositif restent toutefois encore provisoires. À ce stade, l'exécutif américain n'a pas officiellement confirmé la tenue de la réunion ni son format exact. Le Conseil de la paix est un organe dirigé par Donald Trump, mandaté par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour superviser le cessez-le-feu à Gaza et piloter la gouvernance et la reconstruction pendant une période transitoire d'environ 2 ans. Il regrouperait 27 membres, les États-Unis et un noyau de pays surtout arabes, européens et asiatiques, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte, le Pakistan, la Turquie, l'Argentine, le Paraguay ou encore l'Indonésie et le Vietnam. La réunion du 19 février à Washington serait la première rencontre de haut niveau du Conseil de la paix. Rappelons que ce conseil est l'outil de pilotage de la phase 2 du plan Trump pour Gaza. Il prévoit la destruction de l'appareil militaire du Hamas, la démilitarisation progressive, une offre d'amnistie et de reconversion, emploi, compensation pour les combattants déposant les armes, la mise en place d'une force de stabilisation internationale et la formation d'une police palestinienne. À terme, il est également question qu'une fois certaines réformes accomplies, l'autorité palestinienne réformée reprenne la main sur Gaza, même si politiquement, Israël s'y oppose fermement actuellement. Le roi Vaval, figure emblématique du carnaval, a été déclaré mort tôt hier, mercredi matin. Ses obsèques ont été programmées dans l'après-midi dans la capitale. Et à l'occasion de l'entrée en carême, hier, mercredi, les communautés catholiques martiniquaises ont marqué le mercredi des cendres par des célébrations et rites religieux, traduisant la fin des jours gras et l'ouverture d'une période de recueillement. Les États-Unis se sont retirés de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En conséquence, ils ne participeront plus au système mondial de surveillance et de riposte aux épidémies. Désormais, les USA n'auront accès aux données recueillies par l'OMS qu'une fois qu'elles seront rendues publiques. Bien plus tard, donc, que les membres de l'organisation, ce qui pourrait entraver leur capacité à réagir lors de la prochaine épidémie de maladies infectieuses, voire à planifier et à fabriquer des vaccins adaptés aux souches de grippe prévues chaque année, par exemple. Par ailleurs, la capacité des États-Unis à influencer les stratégies de santé publique à l'échelle internationale s'en trouvera probablement réduite, et ce, alors même que la santé mondiale affecte forcément la santé aux États-Unis. Cela rendra également plus difficile la mise en place d'une réponse multinationale en cas de nouvelle crise sanitaire comparable à la pandémie de Covid-19. Il est probable que la Chine profitera de cette occasion pour renforcer sa position et son influence mondiale en comblant le vide de pouvoir créé par le retrait des États-Unis. Elle s'est d'ailleurs déjà engagée à fournir 500 millions de dollars supplémentaires à l'OMS au cours des 5 prochaines années. À Fort-de-France, les organisateurs du Dammiadon Carnaval ont dénoncé un incident à caractère raciste lors d'une des rondes carnavalesques, rappelant les valeurs d'inclusion qui doivent prévaloir pendant ces manifestations populaires. Certains carnavaliers ont en effet empêché un blanc de participer à un groupe. C'est finalement pour concussion que Serge Letchimy a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris. Il était à l'origine accusé de détournement de fonds publics. Le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique
a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité et 150 000 € d'amende. L'exécution provisoire n'ayant pas été prononcée, M. Letchimy peut continuer d'exercer sa fonction à la collectivité territoriale de Martinique. On notera que les 3 autres accusés, Didier Laguerre, Yvon Paquit et Max Duneau, ont été relaxés. Cette année, l'ONF, l'Office national des forêts, va poser de nouvelles marches et de nouveaux équipements sur le sentier de l'Aileron, entre le parking et le 2e refuge de la montagne Pelée. Il faut noter que les États fédérés américains ont la possibilité de garder des liens avec l'OMS. Ainsi, fin janvier, la Californie a annoncé qu'elle rejoindrait le réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie de l'OMS. Ce réseau est en effet ouvert à un éventail plus large de participants que les seuls États membres de l'OMS. On voit également émerger des initiatives innovantes de la part des responsables politiques et de la santé publique qui s'efforcent de combler le vide créé par le désengagement de l'administration Trump. Ils partagent l'avis des experts en santé, soulignant que prévenir et répondre rapidement aux défis de santé publique coûte bien moins cher que de gérer ces problèmes une fois qu'ils se sont installés et propagés. En Martinique et en Guadeloupe, la pièce d'identité numérique sera bientôt acceptée dans les aéroports. Des repreneurs se sont manifestés pour Air Antilles, placé en redressement judiciaire depuis début février. Ce jeudi 19 février, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre doit examiner les candidatures déposées avant la date limite du 16 février. À la 41e édition des Victoires de la musique, la franco-congolaise Théodora a été récompensée 4 fois. Révélation féminine, révélation scène, création audiovisuelle et album. C'est notamment avec son nom congolaise sous BBL que Théodora s'est faite connaître du grand public. Elle mélange sans état d'âme l'hyperpop, l'afrobeat, le rap ou encore le bouillon antillais. Le constat est sans appel. Cette année, 21 des 34 nominations reviennent à des artistes féminines. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Que pensez-vous du système de santé en Martinique ? Que pensez-vous du système de santé en Martinique? On a de la chance d'avoir un système de santé français, mais ce qui est déplorable, ce sont les services. Donc c'est pas pareil, il manque de personnel, donc c'est un peu déplorable. Voilà. Comme beaucoup de choses en Martinique, un peu sous-développé. C'est pas, il n'y a pas suffisamment de médecins, tout ça. Donc on fait avec. Je pense que le système, il est bon. Il est efficace, ça fonctionne bien. Voilà. Oui, alors c'est en fonction si tu as une bonne mutuelle ou pas, hein. Alors quand tu as une bonne mutuelle, ça peut aller et encore, tu as quand même beaucoup à débourser, mais quand tu n'as pas de mutuelle, c'est vrai que c'est compliqué. Donc le système, c'est vrai que c'est pas, je dirais que ce n'est pas égalitaire. Le système a des carences. La durée pour avoir un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous chez le médecin généraliste, et c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ça vacille. Disons que pour des trucs simples, bon, ça peut aller, mais quand les choses se compliquent avec des maladies graves, je vois de plus en plus les gens partent en métropole pour se faire soigner. C'est qu'il y a quand même un déficit en Martinique. Hein? Soit il n'y a pas suffisamment de médecins spécialisés, soit les rendez-vous sont donnés à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc le malade a le temps déjà de mourir s'il le faut. Hein? Donc maintenant, les gens partent par leurs propres moyens, ils font le sacrifice parce que c'est pas donné non plus de partir par ses propres moyens. Donc voilà, le service santé en Martinique, ça, oui, c'est pas top, c'est pas au top. Que pensez-vous du système de santé en Martinique? Déjà, je pense que les rendez-vous sont très longs.
Il faut au moins attendre 2-3 mois pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Et je trouve ça vraiment déplorable en fait. Donc voilà. Alors, le système de santé en Martinique, pour moi, hein, nous sommes privilégiés par rapport, lorsqu'on compare par rapport aux Américains. On voit bien que les Américains, par exemple, ils vivent, c'est vrai qu'ils vivent bien, mais ils doivent cotiser, payer de leur poche, tandis que en France, on cotise par le travail, ou même si on est chômeur, hein, on cotise. Et c'est vrai qu'on a des difficultés au niveau hospitalier, tout ce qui est corps médical, on n'a pas assez de médecins. On n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez de comment dire, de conditions de soins. Maintenant, bon, on voit le verre à moitié plein, voilà, au lieu de le voir à moitié vide. Et voilà, c'est tout. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouchet. Il s'intitule ce soir « Un retour sur investissement ». Les Martiniquais constituent un peuple, le peuple martiniquais, et ils font partie d'une nation qui est la France. Un point c'est tout. Ceci est un fait, et comme chacun sait, les faits sont têtus. Notre peuple est né de la rencontre entre des Africains et des Français dans le cadre de la traite négrière, et il s'est constitué dans un pays qui n'était pas le sien. C'était, et c'est toujours, la propriété des Français qui s'en sont accaparés après avoir battu militairement, puis exterminé les Caraïbes qui s'y trouvaient. Il s'agit donc bien d'un pays avec ses frontières, son climat, sa nature, son relief, même si sur les plans administratifs et institutionnels, c'est une région de la France et de l'Europe. Nous sommes donc constitués de mélanges de blancs et de noirs. Ce sont nos ascendants. Des blancs dominants, esclavagistes, et des noirs dominés, esclaves. Notre peuple a donc pris naissance dans un pays appartenant à la partie blanche de nos ascendants. Cela s'est produit au XVIe siècle dans le cadre de ce que l'on a donc appelé la traite négrière, un système esclavagiste. Voilà, c'est aussi simple que cela, c'est clair, c'est incontestable. Nous sommes donc un peuple. Voilà ce qu'il faut inlassablement rappeler à ceux qui se demandent si nous sommes un peuple, une population ou simplement des ressortissants français. Mais il faut également le rappeler à ceux qui affirment que PIA c'est à nous, c'est pas taillot. Le leur rappeler parce que c'est faux. La réalité c'est le contraire, PIA c'est taillot, c'est pas à nous. Dès lors, où en est-il aujourd'hui notre peuple? Eh bien, il est positionné dans un pays qui n'est donc pas le sien et qui fait partie de des États les plus développés et les plus riches du monde, d'un État particulièrement prospère, même s'il connaît actuellement quelques difficultés sur le plan financier. Et il se trouve que notre peuple a participé d'une façon déterminante à cette prospérité. Réduit en esclavage, il a, pendant environ 3 siècles, fourni au pays de nos ascendants blancs les produits qui, à l'époque, étaient parmi les plus recherchés, les plus rares, donc les plus chers. Écoutons José Maria de Heredia. Comme un vol de gerfaux hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, rouliers et capitaines s'en allaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal, ils allaient conquérir ce fabuleux métal que si Pangu mûrit dans ses mines lointaines. Fin de citation. Il parlait évidemment de l'or, mais il n'y avait pas que cela. Nous n'avons pas pour eux creusé des galeries souterraines pour leur fournir l'or qu'ils espéraient. Mais nous avons, au grand air, au contraire, à la lumière du soleil, mais à ses morsures aussi, coupé et coupé encore la canne à sucre. À l'époque, c'était aussi un trésor. Évidemment, nous ne demandons pas réparation. L'esclavage n'était pas à ce moment-là de l'histoire de l'humanité, considéré comme un crime contre l'humanité.
Il ne l'est devenu que récemment, à l'initiative de la guyanaise Madame Christiane Taubira Delanon, alors ministre de la Justice de la République française. Mais bien entendu, eu égard à notre contribution à la prospérité de la France, il est juste et normal que nous soyons désormais traités, en tant que peuple, de la même façon que sont traités les peuples de France situés au Pays Basque, en Auvergne ou en Bourgogne, à Nice ou à Dunkerque. C'est une revendication évidente et légitime. Et lorsque M. Romana fera inscrire des noms d'esclaves sur un monument au Trocadéro, ça ne devra pas être pour inspirer la pitié ou les remords, mais bel et bien pour exiger l'équité, l'équité, l'équité et l'équité encore. Pas seulement au nom de l'humanisme, mais comme un retour sur investissement. Dans notre sujet santé ce soir, il est question de cannabis. Comme avec l'alcool et le tabac, plus on consomme tôt du cannabis, plus le produit peut entraîner une dépendance, plus les effets du cannabis peuvent altérer la santé. Le cannabis est particulièrement dangereux sur le cerveau des adolescents car ce dernier est en train de maturer des zones impliquées dans l'autonomie, la prise de décision, l'intérêt, la communication. Or, sous l'effet du produit, cette maturation se fait moins bien. En cause, une substance psychoactive, le THC, qui se concentre sur le système nerveux. Elle provoque des dégâts chez 5 à 10% des gros consommateurs, ceux qui fument tous les jours ou 4 fois par semaine ou plusieurs joints à chaque fois. Le principal problème est un ralentissement psychologique qui se caractérise par une altération de l'adaptation, de la volonté, de l'envie de faire des choses. La mémoire immédiate, l'attention, la concentration scolaire, les réflexes sont également diminués. Les perceptions auditives et visuelles sont modifiées et en cas de conduite, il y a 15 fois plus de risques d'accidents mortels, surtout quand le cannabis est associé à l'alcool. Plus rarement, il arrive que dès les premiers joints, le cannabis entraîne des tremblements, des crises d'anxiété, de panique, voire des hallucinations, des bouffées et des idées délirantes. Chez moins de 1% des jeunes, cet épisode aigu peut annoncer les premiers symptômes d'une schizophrénie. Des études montrent que lorsque le cannabis est fumé avec le tabac, ce qui est la règle dans 90% des cas, il peut entraîner des problèmes pulmonaires plus tard. Certains travaux évoquent même la possibilité d'un lien avec le cancer du poumon qu'il pourrait favoriser. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui y ont participé. Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Diaz, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Ce journal est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur kmttélévision.fr. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie et que Dieu garde la Martinique.